Ma sœur a arraché les lunettes spécialisées de ma fille de 7 ans, et les a écrasées sous son pied, pour lui apprendre le respect. Ma fille s'est mise à pleurer, je ne vois rien sans elle. Ensuite, ma sœur a forcé mon enfant malvoyante à nettoyer la même cuisine, encore, pendant que tout le monde regardait et riait. Maman a ajouté, peut-être qu'à présent, elle apprendra à faire les choses correctement. Papa était d'accord, les enfants aveugles ont besoin d'une discipline CNG ferme. Quand ma fille se cognait contre les objets, incapable de voir, ma sœur lui donnait de violentes gifles, arrête d'être maladroite. Mon frère lui donnait des coups de pied dans les jambes, bouge plus vite. Elle pleurait, elle trébuchait en essayant de nettoyer, alors qu'ils se moquaient tous d'elle. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai agi 9 heures plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. Ma sœur a arraché les lunettes de vue de ma fille de 7 ans, directement de son visage, et les a écrasées sous son pied pour, disait-elle, lui apprendre le respect. Ma fille a commencé à pleurer, en criant « Je ne peux pas voir sans elle ». Ensuite, ma sœur a forcé mon enfant malvoyante à nettoyer la même cuisine, encore, tandis que tout le monde regardait, et riait. Maman a ajouté, peut-être que maintenant, elle apprendra à faire les choses bien. Papa a renchéri, les enfants aveugles ont besoin d'une discipline plus dure. Quand ma fille se cognait contre les meubles, incapable de voir, ma sœur la giflait violemment, arrête d'être si maladroite. Mon frère lui donnait des coups de pied, avance plus vite. Elle pleurait, elle avançait à tâtons en essayant de nettoyer, pendant qu'ils se moquaient tous d'elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait d'esclandre. J'ai agi. 9 heures plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. Je n'aurais jamais pensé écrire cela un jour. Même maintenant, mes mains tremblent quand je me souviens de ce qui s'est passé, il y a 3 semaines. Ma fille, Ruby, a 7 ans, et elle souffre d'une déficience visuelle rare, appelée hypoplasie du nerf optique. Sans ces lunettes spécialisées, le monde ne devient pour elle que des formes floues, et des ombres. Elle est la lumière la plus brillante de ma vie, regarder ses efforts quotidiens, avec une telle détermination, me brise et me réconforte le cœur, simultanément. Ma famille n'a jamais compris la pathologie de Ruby. Ils traitaient cela comme de la paresse, ou de la manipulation. Ma sœur, Vanessa, était la pire de toutes. Elle avait elle-même 2 filles, toutes 2 plus âgées que Ruby, et elle les comparait constamment. Son mari l'a quittée il y a 8 mois, depuis, elle était devenue de plus en plus amère envers ma propre vie. J'avais un bon poste de directrice régionale dans une entreprise pharmaceutique. Mon mari est décédé dans un accident de voiture quand Ruby avait 2 ans, mais son assurance vie, ajoutée à ma carrière, nous permettait de vivre confortablement. Vanessa était retournée vivre chez nos parents après son divorce. Elle travaillait à temps partiel dans une épicerie, et dépendait énormément d'eux, pour l'argent va la garde de ses enfants. Ma mère, Diane, ne cessait de louer les filles de Vanessa, tout en lançant des pics subtils sur les limites de Ruby. Mon père, Patrick, était pire à sa manière, il était convaincu que la sévérité pouvait, d'une certaine façon, guérir un problème médical. Mon jeune frère, 3, suivait leur exemple, probablement parce qu'à 24 ans, il vivait toujours à la maison avait besoin de leur approbation. L'incident s'est produit un dimanche après-midi. Maman avait insisté pour que j'emmène Ruby à un dîner de famille. J'évitais ces rassemblements, car ils se terminaient toujours par des critiques sur la façon dont j'élevais ma fille. Mais maman m'avait culpabilisé sans relâche, affirmant qu'elle voyait à peine sa seule petite fille venant de ma part. J'ai cédé, car une partie de moi espérait encore, au fond, qu'il changerait. Ruby aidait à débarrasser la table après le dîner. Elle se déplaçait avec précaution, tenant les assiettes à 2 mains, et faisant de petits pas. Les filles de Vanessa étaient au salon, devant la télévision, pendant que Ruby travaillait. Ma sœur est soudainement apparue dans l'embrasure de la porte, entre la cuisine et la salle à manger. « Pourquoi est-elle si lente » a lancé Vanessa, sa voix tranchant l'air. Mes filles ont fini leur tâche il y a déjà 20 minutes. J'essuyais la vaisselle à l'évier. Elle fait attention. Elle ne veut rien faire tomber. Elle joue la carte de la cécité pour attirer l'attention. Vanessa s'est avancée vers Ruby, qui rangeait des fourchettes dans le panier du lave-vaisselle. « Tu n'es même pas si handicapé que ça. Je t'ai vu te débrouiller très bien quand tu le voulais. » Ruby a levé les yeux vers sa tante, avec ses grands yeux bruns. « Je fais de mon mieux, tante Vanessa. » Quelque chose a changé dans l'expression de ma sœur. Avant que je ne puisse bouger, elle s'est penchée, et a arraché les lunettes de Ruby, d'un coup sec.
Ma fille a eu un hoquet de surprise, et a instinctivement tendu les mains pour les récupérer. Voyons à quel point tu es vraiment aveugle. Vanessa tenait les lunettes bien haut, au-dessus de la tête de Ruby. Rends-lui ça. J'ai lâché mon torchon, et je me suis dirigé vers elle. Vanessa m'a regardé avec un sourire tordu, puis elle a laissé tomber quelques lunettes de Ruby sur le sol de la cuisine. Les verres spéciaux ont accroché la lumière pendant une seconde. Puis, ma sœur a abattu son pied, violemment. Le craquement a résonné dans toute la pièce. Ruby a hurlé, non. Je ne vois rien sans elle. Je me suis précipité en avant, mais Vanessa s'est interposée. Peut-être que ça lui apprendra le respect. Mes filles n'ont pas de traitement de faveur, elle n'en aura pas non plus. Ma mère est arrivée du salon, attirée par le bruit. Elle a observé la scène avec ses yeux froids. Que se passe-t-il? Ruby a été irrespectueuse, a menti Vanessa avec aplomb. Elle avait besoin d'être disciplinée. Je me suis agenouillé près de Ruby, qui pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je voulais la prendre dans mes bras et partir immédiatement, mais Vanessa bloquait le chemin vers la porte d'entrée. Ma mère se tenait à ses côtés. En fait, a dit maman lentement, je pense que Ruby devrait finir ses corvées avant que vous ne partiez. C'est important qu'elle apprenne à assumer ses responsabilités. Vous êtes fou, les mots sont sortis de ma bouche comme un cri. Elle ne voit rien. Elle voit bien assez, a dit mon père, en les rejoignant. Il était dans son fauteuil en train de regarder le football. Les enfants d'aujourd'hui utilisent n'importe quelle excuse pour ne pas travailler. Quand j'étais jeune, on avait un voisin qui avait de mauvais yeux, et il se débrouillait très bien sans tout ce matériel spécial. 3 est sorti du couloir, une bière à la main. Ouais, elle simule probablement la moitié de tout ça, de toute façon. J'ai essayé de passer devant Vanessa, mais elle m'a saisi le bras, assez fort pour me faire un bleu. Où crois-tu aller? Ruby a fait de la paille en aidant pour la vaisselle. Elle doit nettoyer la cuisine correctement, maintenant. La cuisine est déjà propre, ma voix était étranglée. Pas assez bien. Vanessa a lâché mon bras et s'est tournée vers Ruby. Commence à essuyer les comptoirs. Tous, sans exception. Ruby pleurait toujours, le visage rouge et taché. Elle tendait les mains à l'aveugle pour me trouver. Maman. Vanessa l'a poussée vers l'évier. Arrête de pleurnicher, va bouge. Ma fille a trébuché, se rattrapant de justesse au bord du comptoir. J'ai voulu l'aider, mais papa m'a bloqué le passage cette fois. Son visage affichait cette expression que je connaissais depuis l'enfance, celle qui signifiait que discuter ne ferait qu'aggraver les choses. Laisse-la faire seule, a-t-il ordonné. Les enfants aveugles ont besoin d'une discipline plus stricte, pas d'être dorlotés. Je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante de toute ma vie. Ruby cherchait le chiffon à tâtons, ses mouvements étaient incertains sans sa vision. Elle pouvait distinguer de grosses formes sous une lumière vive, mais les détails lui étaient impossibles. La cuisine devait ressembler, pour elle, à une peinture à l'eau laissée sous la pluie. Elle a commencé à essuyer la première section, déplaçant le chiffon en cercle prudent. Vanessa regardait, les bras croisés. Après une minute, ma sœur s'est approchée, et a délibérément renversé de l'eau sur la surface. Tu as oublié un endroit. Recommence. Les larmes de Ruby tombaient sur le comptoir alors qu'elle essuyait. J'ai encore tenté d'aller vers elle, mais 3 s'est mis devant moi. Ne t'en mêle pas, a-t-il marmonné. Tu la couves toujours trop. Les 15 minutes suivantes furent une torture. Ruby nettoyait une section, et Vanessa y trouvait immédiatement un défaut. Parfois, elle salissait elle-même la zone, juste pour forcer Ruby à recommencer. Ma fille se cognait contre les angles des placards et les bords de l'îlot central, désorientée. À chaque fois, elle poussait un petit cri de douleur. Arrête d'être aussi maladroite. La main de Vanessa a volé, et a frappé la joue de Ruby. La gifle n'était pas assez forte pour la faire tomber, mais le choc a pétrifié ma fille. Vanessa, ai-je crié, mais maman m'a agrippé l'épaule. La discipline, ce n'est pas de la maltraitance, a dit maman fermement. Parfois, les enfants ont besoin d'être corrigés. Peut-être que cela apprendra à Ruby à être plus reconnaissante pour ce qu'elle a. 3 a ri de quelque chose, probablement de la confusion de Ruby, qui essayait de continuer à nettoyer tout en sanglotant. Puis, sa botte a jailli, et a frappé l'arrière des jambes de ma fille. Plus vite. On n'a pas toute la journée. Ruby s'est effondrée à genoux. Elle pleurait de manière incontrôlable,
ses petites mains pressées sur ses yeux, comme si elle pouvait, par la seule force de sa volonté, retrouver la vue. « Relève-toi » a ordonné mon père. « Tu n'as pas fini. » Je ne me souviens pas avoir pris la décision consciemment. Quelque chose en moi est devenu totalement immobile, et froid. J'ai arrêté de lutter contre mon frère et mon père. J'ai arrêté de crier après Vanessa et maman. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de mémo vocal, j'ai lancé l'enregistrement, puis je l'ai glissé dans ma poche. « Très bien », ai-je dit calmement. « Ruby, ma chérie, fais ce qu'ils disent. Finis juste de nettoyer, d'accord ?» La tête de ma fille s'est tournée vers ma voix, la confusion se mêlant à sa détresse. Mais elle a hoché la tête, s'est relevée lentement, et a cherché à nouveau le comptoir. Je suis allé m'asseoir à la table du coin repas, comme si je m'installais pour regarder. Ma famille a échangé des regards, surprise par ma soudaine soumission. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont fait subir à Ruby des variantes de la même tâche. Nettoie les comptoirs. Nettoie-les encore, parce que tu as oublié des tâches. Maintenant, essuie les façades des placards. En fait, retourne au comptoir, ils ne sont pas parfaits. Ma fille a trébuché, et s'est cognée à plusieurs reprises. Vanessa l'a giflé 2 fois de plus. 3 lui a donné un coup de pied, et l'a fait trébucher une autre fois. Maman et papa faisaient des commentaires sur le manque d'éthique de travail, et de discipline, des enfants d'aujourd'hui. À un moment, les filles de Vanessa sont arrivées au seuil de la cuisine. Elles ont regardé Ruby lutter pendant quelques minutes, avant que l'aînée, Nathalie, ne demande « Personne ne va l'aider ?» Mêle-toi de ceux qui te regardent, a aboyé Vanessa à ses propres enfants. Retournez devant la télé. J'ai mémorisé chaque détail. La manucure coûteuse de Vanessa, qu'elle s'offrait malgré sa prétendue pauvreté. Les yeux injectés de sang de Troie, suggérant que ce n'était pas sa première bière. Les bottes de travail de mon père, qu'il utilisait pour repousser le chiffon de Ruby vers elle. Les boucles d'oreilles en perles de maman, que je lui avais achetées au Noël dernier, alors qu'elle restait là, à cautionner la torture de sa petite fille. Finalement, maman a déclaré que la cuisine était acceptable. Ruby tremblait, elle tenait à peine debout. Je me suis approché, et je l'ai prise dans mes bras, même si elle devenait vraiment grande pour être portée. Elle a enfoui son visage dans mon cou. « On peut rentrer à la maison, maintenant » a-t-elle chuchoté. « Oui, mon cœur. On s'en va. » Personne n'a essayé de nous arrêter, cette fois. Vanessa a même souri quand nous sommes passés devant elle. Peut-être que la prochaine fois, elle montrera le respect qui se doit. Je n'ai pas répondu. J'ai porté Ruby jusqu'à la voiture, je l'ai attachée, et j'ai conduit en silence jusqu'à la maison, pendant qu'elle s'endormait en pleurant sur la banquette arrière. Une fois en sécurité chez nous, les portes verrouillées, je l'ai bordée dans son lit, et je suis resté assise sur le bord du matelas pendant un long moment, à regarder sa poitrine se soulever au rythme de sa respiration. Puis, je suis allé dans mon bureau, et j'ai commencé à passer des appels. Il était 18h30, un dimanche soir, mais j'avais des relations. L'industrie pharmaceutique vous apprend comment fonctionnent les réseaux. J'ai commencé par transférer l'enregistrement audio sur mon ordinateur, en créant plusieurs copies de sauvegarde sur le cloud. Mon premier appel fut pour Bradley Morrison, un avocat qui m'avait aidé pour la succession de mon mari. Il n'a pas répondu, alors j'ai laissé un message. Le deuxième appel fut pour Véronica Hay, qui travaillait pour les services de protection de l'enfance. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité il y a 2 ans, et étions restés en contact. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé l'enregistrement audio. Son silence, après l'avoir écouté, a duré presque 30 secondes. J'ai besoin que tu amènes Ruby demain pour un examen médical, et pour documenter ses blessures par photo, a-t-elle fini par dire. J'ouvre un dossier dès ce soir. C'est, au minimum, une agression sur mineur et mise en danger de la vie d'un enfant. L'appel numéro 3 fut pour ma cousine Lorraine, reporter pour le plus grand journal de la ville. Cela faisait des mois qu'elle essayait de me convaincre de faire une interview sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie de mère célibataire. J'avais toujours refusé, par souci d'intimité. À présent, j'avais une autre histoire à lui offrir, comment, parfois, les familles abandonnent les enfants vulnérables. Bradley m'a rappelé à 20h15. J'ai repassé l'enregistrement pour lui, en ajoutant du contexte. Ses questions étaient précises, presque cliniques.
Après 20 minutes, il a dit, je demande une ordonnance d'éloignement d'urgence dès demain matin. Pour les 4. De plus, je veux discuter d'une poursuite civile pour dommages et intérêts, et préjudice moral. Le fait qu'ils aient détruit un équipement médical nécessaire, puis l'ait agressée physiquement alors qu'elle était handicapée, place cette affaire dans une catégorie à part. Peu importe ce qu'il en coûte, lui ai-je répondu. Mon 4e appel fut pour Jonathan Reed, le directeur du bureau régional où je travaillais. Nous avions développé une bonne relation professionnelle au fil des ans, et il avait déjà rencontré Ruby lors d'événements d'entreprise. Je lui ai expliqué la situation, et j'ai posé des questions sur le programme d'assistance aux victimes que j'avais aidé à mettre en place l'année dernière, pour les employés confrontés à la violence domestique ou à des crises familiales. Prends tout le temps qu'il te faudra, a dit Jonathan immédiatement. Je vais aussi te mettre en contact avec notre équipe juridique. Ils voudront examiner cet enregistrement. Ce qui est arrivé à Ruby pourrait être pertinent pour certains travaux de sensibilisation que nous finançons. J'ai passé 7 autres appels ce soir-là. Chacun ouvrait une nouvelle porte. Mon amie Angela, qui travaillait pour une association de soutien aux enfants handicapés, a immédiatement commencé à organiser une pression communautaire. Mon agent d'assurance m'a confirmé que les lunettes de Ruby étaient couvertes pour un remplacement d'urgence, et a lancé la procédure. J'ai contacté le service d'urgence de l'ophtalmologiste pédiatrique de Ruby, en expliquant la situation, pour obtenir un rendez-vous immédiat. Vers 23 heures, je me suis enfin arrêté. Ma gorge était irritée à force de parler. Je suis allé voir Ruby, qui dormait encore d'un sommeil agité, puis je suis retourné à mon bureau. J'ai ouvert mes comptes de réseaux sociaux personnels, que j'utilisais rarement, et j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas partagé l'enregistrement publiquement, et je n'ai pas cité de nom au début. À la place, j'ai écrit une description détaillée de ce qui arrive à un jeune enfant handicapé lors d'une réunion de famille, en mettant l'accent sur l'échec des adultes censés protéger les mineurs vulnérables. Le message a été publié à 23h40. À 2h du matin, il avait été partagé 40 fois. À 5h30, plus de 300 partages. Les gens étaient furieux. Quelques commentaires allaient du soutien à l'indignation, certains exigeant l'identification de la famille impliquée. J'ai dormi 2 heures avant que Ruby ne se réveille. Son visage était gonflé par les pleurs, elle avait des bleus sur les bras et les jambes, à force de s'être cognée. La marque sur sa joue, due à la gifle de Vanessa, avait foncé pendant la nuit. J'ai pris des photos avec mon téléphone, puis j'ai appelé moi-même la ligne d'urgence de la protection de l'enfance pour signaler l'incident, créant ainsi une trace officielle distincte du dossier de Véronica. Bradley m'a envoyé un message à 7 heures, l'audience pour l'ordonnance d'éloignement d'urgence était fixée à 15 heures le jour même. Nous devions être au tribunal avec Ruby. Le cabinet de l'ophtalmologiste a appelé à 7h30 pour un rendez-vous à 10 heures. J'ai passé le temps restant à tout documenter par écrit, pendant que mes souvenirs étaient encore frais. Le docteur Peterson a examiné Ruby, la mâchoire serrée par une colère visible. Elle a pris ses propres photos des hématomes, et a rédigé un rapport détaillé sur l'impact psychologique subi par un enfant malvoyant forcé de réaliser des tâches sans ses aides visuelles. Elle a également précisé que les lunettes spécialisées demandaient 3 semaines de fabrication, et coûtaient près de 2,000 $, ce que l'assurance ne couvrait que partiellement. C'est de la maltraitance, a-t-elle dit sans détour. Je dépose mon propre rapport auprès des services sociaux. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement s'est déroulée exactement comme Bradley l'avait prévu. Le juge a examiné l'enregistrement audio dans son bureau, en présence d'un greffier. Son visage est passé par plusieurs nuances de rouge en écoutant. Il a accordé des ordonnances d'éloignement temporaire contre les 4 membres de la famille, leur imposant de rester à au moins 150 mètres de Ruby Vamois, en tout temps. Les ordonnances resteraient en vigueur jusqu'à ce qu'une audience complète soit fixée. Je transmets également cette affaire au bureau du procureur, a ajouté le juge. Ce que j'ai entendu sur cet enregistrement constitue plusieurs infractions criminelles. Nous avons quitté le tribunal à 16h30. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer pendant toute l'audience. Les messages des membres de la famille inondaient ma boîte de réception. Vanessa avait envoyé cet SMS, passant de la colère aux supplications. Maman laissait des messages vocaux insistant sur le fait que je surréagissais. Papa a envoyé un message unique, tu fais une erreur. Les messages de 3 n'étaient que des insultes. Je les ai tous bloqués, et je suis rentré à la maison. Ruby faisait ses devoirs à la table de la cuisine, avec des lunettes provisoires fournies par le docteur Peterson. Elle n'était pas parfaitement adaptée à sa vue,
mais elle suffisait en attendant les nouvelles. Ce soir-là, l'article de Lorraine a été publié en ligne. Elle avait travaillé avec une rapidité incroyable, m'interviewant, examinant les documents, et recueillant les commentaires d'experts en protection de l'enfance. L'histoire ne citait aucun nom pour des raisons juridiques, mais elle décrivait l'incident en détail. Le site web du journal a temporairement planté sous le poids du trafic. Ma publication sur les réseaux sociaux a alors explosé. Quelqu'un avait fait le lien avec l'article du journal. Les partages ont dépassé les 10,000. Les chaînes d'information locales ont commencé à m'appeler. J'ai ignoré la plupart d'entre elles, mais j'ai accepté une interview télévisée pour la semaine suivante, après avoir consulté Bradley. Le 3e jour a marqué le début de l'enquête policière. 2 détectives sont venus chez nous pour nous interroger, Ruby et moi, séparément. Ils ont été doux avec ma fille, mais extrêmement rigoureux dans leur documentation. Ils ont récupéré des copies de toutes mes preuves, l'enregistrement audio, les photos, les rapports médicaux. L'un d'eux m'a confié, de manière informelle, qu'il avait lui aussi des enfants, et que des affaires comme celle-là lui donnaient la nausée. Les détectives se sont rendus chez mes parents l'après-midi même pour interroger Vanessa, maman, papa va 3. Je n'étais pas présente, mais l'enquêteur de Bradley suivait les développements. Apparemment, ma famille a essayé de prétendre que l'audio était truqué, ou sorti de son contexte. Le détective les a informés que l'enregistrement serait envoyé au laboratoire de police scientifique pour authentification, que les blessures de Ruby correspondaient parfaitement à la chronologie des faits. Vanessa a tenté de déposer une contre-plainte, affirmant que j'avais dicté à Ruby ces mensonges. Le détective lui aurait répondu que les preuves médicales l'enregistrement rendaient cette défense, au mieux, peu crédible. Au 4e jour, l'histoire était devenue régionale. Des médias de 3 États différents l'avaient reprise. Des organisations de défense des droits des handicapés ont publié des communiqués condamnant les membres de la famille impliqués. Mon entreprise a publié un communiqué de presse soutenant son employé sa fille, tout en réaffirmant son engagement pour le bien-être des familles. La situation sur les réseaux sociaux a échappé à mon contrôle. Des internautes ont retrouvé le profil de Vanessa, malgré mes efforts pour garder les noms privés. Des captures d'écran de ses anciens messages, où elle se plaignait de son divorce de ses problèmes financiers, circulaient à côté de commentaires fustigeant une personne capable d'abuser d'un enfant handicapé tout en osant se poser en victime. Son employeur, la chaîne d'épicerie, l'a suspendu, en attendant leur propre enquête pour savoir si une employée impliquée dans des actes de maltraitance représentait les valeurs de leur marque. 3 a perdu son emploi de livreur quand son employeur a appris l'existence de l'ordonnance d'éloignement des poursuites pénales. Apparemment, le fait d'avoir plusieurs accusations d'agression le rendait impossible à assurer pour conduire un véhicule de société. Maman et papa ont subi les foudres de leur communauté religieuse, après que quelqu'un a envoyé le lien des articles à leur pasteur. Je ne ressentais aucune satisfaction. J'étais surtout engourdi, agissant de manière mécanique, tout en essayant d'aider Ruby à traiter son traumatisme. Elle faisait des cauchemars où elle ne pouvait pas voir, où des gens la frappaient. Nous avons commencé une thérapie 2 fois par semaine avec une psychologue spécialisée dans le traumatisme infantile. Le bureau du procureur a déposé les charges au 6e jour. Vanessa faisait face à des accusations d'agression sur mineurs, de mise en danger de la vie d'autrui, de destruction de matériel médical nécessaire. 3 a été inculpé pour agression. Maman et papa ont été poursuivis pour non-protection mise en danger, pour leur rôle actif dans l'encouragement de ces abus. Bradley a déposé la plainte au civil le 8e jour. Nous demandions réparation pour les frais médicaux de Ruby, le coût de la thérapie, les lunettes détruites, le préjudice moral. Pour moi, ce n'était pas une question d'argent, il s'agissait d'établir un casier judiciaire et juridique permanent, prouvant que ce qu'ils avaient fait était inexcusable, coûteux. Lorraine a écrit un 2e article sur le problème plus large de la discrimination liée au handicap au sein des familles. Elle a interrogé des experts sur la façon dont les enfants handicapés subissent souvent des taux de maltraitance plus élevés de la part de proches, qui considèrent leur état comme un fardeau, ou un défaut de caractère, plutôt que comme une réalité médicale. L'article citait le cas de Ruby comme un exemple récent, tout en développant une analyse systémique. Le 9e jour a apporté le développement le plus inattendu. L'ex-mari de Vanessa m'a contacté par l'intermédiaire de son avocat. Il avait vu les informations, et voulait demander la garde exclusive de ses filles, citant ses inquiétudes pour leur sécurité sous la garde de Vanessa. Il a fourni des preuves montrant qu'elle prenait des décisions de plus en plus erratiques depuis le divorce, qu'il documentait ses comportements inquiétants depuis un moment.
Son timing était certes opportuniste, mais je ne pouvais pas contester son inquiétude. Nathalie avait essayé de questionner ce qui arrivait à Ruby pendant l'incident. Les deux filles avaient été forcées d'assister à la cruauté de leur mère. Cela les affecterait elles aussi. L'audience finale pour l'ordonnance d'éloignement a eu lieu au 12e jour. Les 4 membres de la famille se sont présentés avec leurs avocats. J'étais dans la salle d'audience avec Bradley, tandis que Ruby restait à la maison avec une babysitter de confiance. Le juge a examiné toutes les preuves, entendu les témoignages des policiers et de l'enquêteur social, va écouter les arguments des deux parties. Les avocats de ma famille ont tenté diverses stratégies. Ils ont invoqué des différences culturelles dans l'approche de la discipline. Le juge les a immédiatement fait taire, notant que détruire un équipement médical va frapper physiquement un enfant handicapé n'était pas une pratique culturelle. Ils ont suggéré que j'avais éloigné Ruby de sa famille élargie. Bradley a produit les messages que j'avais sauvegardés, montrant que j'avais tenté, à plusieurs reprises, de faciliter les relations malgré leur comportement envers ma fille. Le juge a rendu les ordonnances d'éloignement permanentes, interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres, en tout temps. Aucun contact, même par des tiers. Aucune tentative de contact via les réseaux sociaux, ou toute autre plateforme. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Je trouve les preuves dans cette affaire profondément troublante, a déclaré le juge. L'enregistrement parle de lui-même. La documentation médicale corrobore chaque aspect de l'incident. La conduite des accusés a été cruelle, dangereuse, va totalement indéfendable. Cette ordonnance restera en vigueur indéfiniment. En sortant de cette salle d'audience, j'ai senti un poids s'alléger, peut-être du soulagement, ou peut-être juste de l'épuisement. Bradley m'a serré l'épaule et a dit que nous avions bien agi. Les procès criminels se sont déroulés au cours des mois suivants. Vanessa est passée la première, car ses charges étaient les plus graves. Le procureur a diffusé l'enregistrement audio en pleine audience. Plusieurs membres du jury ont visiblement réagi en entendant Ruby pleurer. Vanessa l'a giflé. Quand la voix de Vanessa a résonné dans les haut-parleurs, disant « Peut-être que ça lui apprendra le respect », juste après avoir détruit 4 lunettes, une jurée a semblé vouloir bondir par-dessus la barrière. Le procès a duré 3 jours. L'avocat de Vanessa a tenté de plaider que la discipline était allée trop loin sous le coup de l'émotion, mais que ses intentions n'étaient pas malveillantes. Le procureur a balayé cet argument, en soulignant la nature systématique des abus, leur durée de plus d'1 heure, va les coups répétés de Vanessa. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à 18 mois de prison ferme, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Elle devait également suivre des cours de parentalité de gestion de la colère, bien que la demande de garde de son ex-mari signifiait qu'elle ne s'occuperait probablement plus de Nathalie et de sa sœur de sitôt. 3 a accepté un accord de plaider coupable après avoir vu le verdict de Vanessa. Il a plaidé coupable pour agression, va écoper de 6 mois de prison, plus une mise à l'épreuve. Maman et papa ont également plaidé coupable, recevant une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, va une thérapie obligatoire. Le procureur voulait de la prison pour eux aussi, mais leur âge va l'absence de casier judiciaire ont joué en leur faveur sur le plan légal, sinon moral. L'affaire civile s'est réglée à l'amiable 3 mois après le début de l'affaire. L'assurance habitation de ma famille va leurs actifs personnels se sont combinés pour payer un règlement significatif, qui financerait la thérapie de Ruby, ses besoins médicaux, va ses futures études. Bradley a veillé à ce que l'accord de règlement inclue des clauses reconnaissant leurs torts, va leur interdisant toute déclaration publique niant, ou minimisant, ce qui s'était passé. J'ai placé la majeure partie de l'argent dans un fonds fiduciaire pour Ruby. Une partie a été versée à des organisations de défense des handicapés. Une autre a couvert nos frais juridiques va la thérapie dont nous avions toutes les deux besoin. 4 nouvelles lunettes de Ruby sont arrivées 4 semaines après l'incident. Elle a versé des larmes de joie quand elle les a mises, va qu'elle a pu voir clairement à nouveau. Nous avons fêté ça avec de la glace va son film préféré. Des petits moments comme celui-là comptaient plus que tout. Les cauchemars ont continué pendant des mois, mais sont devenus progressivement moins fréquents. Sa thérapeute disait qu'elle faisait des progrès remarquables. Nous avons instauré de nouvelles routines des stratégies d'adaptation. Ruby a rejoint un groupe de soutien pour enfants malvoyants, ce qui l'a aidé à se lier à d'autres enfants qui comprenaient son vécu. Mon lieu de travail est resté d'un grand soutien. Jonathan m'a dit que la direction avait examiné le programme d'aide que j'avais créé, avait décidé de l'étendre, après avoir vu son efficacité pendant ma propre crise. Ils m'ont proposé une promotion au poste de directrice nationale, que j'ai accepté.
L'augmentation de salaire me permettait d'offrir encore de meilleurs services de soutien à Ruby. Vanessa m'a envoyé une lettre depuis la prison, 6 mois après sa condamnation. Son avocat l'a transmise à Bradley, qui m'a demandé si je voulais la lire. J'ai d'abord dit non, puis j'ai changé d'avis quelques jours plus tard. La lettre était pleine d'apitoiements sur elle-même, elle affirmait qu'elle était stressée par son divorce, qu'elle n'avait pas réalisé la gravité de l'état de Ruby. Elle disait espérer que je puisse lui pardonner un jour. Je n'ai pas répondu. Le pardon n'est pas quelque chose que je réserve à quelqu'un qui a torturé mon enfant. Peut-être que cela me rendait dure, ou rancunière. Je ne m'en souciais guère. Maman a essayé de me contacter par l'intermédiaire de Paula, sa sœur, qui n'était pas présente lors de l'incident. Paula m'a appelé, demandant si nous pouvions organiser des visites supervisées avec mes parents, car leur petite fille leur manquait. J'ai répondu à Paula que Ruby avait des séances de thérapie pendant la majeure partie de son temps libre, que nous reconsidérerions la question quand elle serait plus grande, capable de prendre ses propres décisions. Paula a insisté, disant que la famille était importante, que tout le monde faisait des erreurs. Je lui ai rappelé en quoi consistaient ces erreurs, j'ai mis fin à la conversation. Paula a envoyé quelques messages supplémentaires le mois suivant, avant d'abandonner. Papa a eu un problème de santé vers le 8e mois, des soucis cardiaques. Paula m'a appelé pour me le dire, ajoutant que le stress de la situation juridique avait contribué à son état. J'ai ressenti une légère étincelle de ce qui aurait pu être de l'inquiétude, mais je me suis souvenu de lui disant que les enfants aveugles avaient besoin d'une discipline plus dure, alors que Ruby pleurait sur le carrelage de la cuisine. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital avec une carte lui souhaitant un bon rétablissement. Je n'ai pas rendu visite. Ruby m'a demandé si grand-père était malade, j'ai confirmé que oui, mais que les médecins s'occupaient de lui. Elle a demandé si nous devions y aller. Je lui ai dit que nous pourrions y réfléchir quand elle serait plus grande, si elle le souhaitait. Elle a hoché la tête, s'est remise à ses devoirs. 4 séances de thérapie m'ont aidé à comprendre mes propres réactions. J'avais passé des années à essayer de maintenir des relations familiales, tout en protégeant Ruby de leur pire comportement. J'avais fait des compromis, cherché des excuses, espérer qu'ils changeraient. L'incident avait réduit en cendres toutes les illusions que j'avais sur ce qu'ils étaient réellement. Ma thérapeute m'a demandé si je me sentais coupable des conséquences qu'ils avaient subies. J'y ai réfléchi longuement avant de répondre. Non, ai-je fini par dire. Je me sens coupable d'avoir exposé Ruby à eux aussi longtemps. La première année après tout cela est passée à une vitesse surprenante. Ruby a eu 8 ans. Sa vision ne s'était pas améliorée, mais sa confiance en elle avait grandi de façon spectaculaire. Elle défendait ses propres intérêts à l'école, expliquer son handicap aux autres enfants. Son enseignante m'a confié que Ruby avait fait une présentation sur la déficience visuelle qui avait ému plusieurs élèves aux larmes. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, prudemment. Un homme nommé Marcus, qui travaillait dans l'administration hospitalière. Il a rencontré Ruby lors de notre 4e rendez-vous, a traité son handicap avec un respect si naturel que j'ai failli pleurer. Quand elle lui a montré ses lunettes, lui a expliqué leur fonctionnement, il a écouté attentivement et a posé des questions pertinentes. Mon oncle avait des problèmes de vue, lui a-t-il dit. Il disait toujours que la vue n'est qu'une des façons de comprendre le monde. C'était la personne la plus intelligente que je connaissais. Ruby lui a adressé un sourire radieux. Vanessa a été libérée de prison après avoir purgé 14 mois, pour bonne conduite. Je ne l'ai su que parce que Paula l'a mentionné lors de l'une de ses tentatives périodiques de contact. Vanessa a déménagé dans une autre ville à 3 heures de route, censée repartir à zéro. Son ex-mari avait la garde exclusive de leur fille, et Vanessa avait des droits de visite supervisés, qu'elle devait demander à faire modifier. Je n'ai pas dépensé d'énergie mentale à suivre ses déplacements, ou sa situation. Elle avait fait des choix, fait face aux conséquences, devait maintenant construire la vie qui suivrait. C'était son problème, plus le mien. 3 a emménagé avec des amis, enchaîner les petits boulots. Maman et papa ont vendu leur maison, car son entretien devenait trop difficile avec les problèmes de santé de papa, leurs frais juridiques. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit à l'autre bout de la ville. J'apprenais ces nouvelles par Paula, je n'éprouvais qu'un léger désintérêt. Ruby posait parfois des questions sur eux, mais jamais avec urgence. Sa thérapeute disait que c'était sain qu'elle traitait le traumatisme à son propre rythme, qu'elle s'engagerait dans ses relations si, et quand, elle se sentirait prête. Peut-être que ce ne serait jamais le cas. Peut-être que ce serait un jour, dans un avenir lointain.
Les deux issues étaient acceptables, tant que Ruby faisait elle-même le choix. La couverture médiatique s'était calmée au bout de 2 ans, même si on me reconnaissait encore parfois en public. Une femme m'a abordé un jour à l'épicerie pour me dire que mon histoire l'avait inspirée à dénoncer les mauvais traitements que sa propre mère infligeait à son fils autiste. Elle m'a remercié en pleurant. J'ai serré cette inconnue dans mes bras, je lui ai dit qu'elle était courageuse. Cela arrivait plus souvent que je ne l'aurais cru, des gens partageant leurs propres histoires de membres de la famille qui n'avaient pas protégé, ou avaient activement blessé, des enfants handicapés. L'isolement que beaucoup ressentaient avant de réaliser que d'autres vivaient des expériences similaires. Certains disaient que lire le cas de Ruby leur avait donné les mots pour décrire leur propre situation. Lorraine a écrit un livre sur les dysfonctionnements familiaux la discrimination liée au handicap. Elle a consacré un chapitre à l'histoire de Ruby avec notre permission, en minimisant les détails permettant de nous identifier, mais en explorant les thèmes plus larges. Le livre est devenu une lecture obligatoire dans plusieurs programmes de travail social. Bradley et moi sommes restés en contact professionnellement. Il est devenu une sorte de spécialiste des affaires impliquant des enfants handicapés. Après que le cas de Ruby a accru sa notoriété, il m'appelait périodiquement pour consulter des stratégies juridiques, ou simplement pour prendre de nos nouvelles. « Tu as changé les choses », m'a-t-il dit lors de l'un de ses appels. Le bureau du procureur m'a confié qu'ils ont poursuivi 4 cas similaires l'année dernière, qu'ils auraient probablement classés sans suite auparavant. Ta volonté de te battre publiquement a fait la différence. J'appréciais le sentiment, mais je me concentrais surtout sur l'échelle individuelle. Ruby s'épanouissait. Elle avait commencé à apprendre le piano avec un professeur spécialisé pour les élèves malvoyants. Ses notes restaient excellentes. Elle avait des amis qui l'appréciaient pour elle-même, ne traitait jamais son handicap comme une limite. Marcus m'a demandé en mariage pour le 9e anniversaire de Ruby. Nous sortions ensemble depuis plus d'1 an, il s'était intégré à nos vies en douceur. Ruby l'adorait. Quand il lui a demandé sa permission avant de me faire sa demande, elle lui aurait répondu « Tu as intérêt à être gentil avec ma maman, ou tu auras affaire à moi ». Nous avons prévu un petit mariage pour le printemps suivant. Ruby serait la demoiselle d'honneur. La famille de Marcus nous a accueillis chaleureusement, sa sœur, qui était enseignante spécialisée, a tout de suite sympathisé avec Ruby autour de discussions sur les outils d'apprentissage accessibles. Organiser le mariage signifiait décider qui inviter. Marcus m'a demandé avec précaution si je voulais envoyer des invitations à mes parents, ou à mon frère et ma sœur. J'y ai réfléchi brièvement avant de refuser. Certains ponts brûlent complètement, essayer de reconstruire ne fait que créer des dangers. Paula a appelé quand elle a appris la nouvelle des fiançailles. Elle m'a félicité, puis a bifurqué pour me demander si cela signifiait que je reconsidérerais le fait de laisser mes parents revenir dans nos vies pour les grands événements familiaux. Ils vieillissent, a dit Paula. Ta mère pleure parce qu'elle ne voit pas Ruby grandir. La santé de ton père n'est pas bonne. À un moment donné, tu dois pardonner. Non, ai-je répondu simplement. Je n'ai pas à pardonner. Ils ont torturé ma fille, ont fait face à des conséquences minimales. Ils ont de la chance que je ne cherche pas activement à aggraver leur vie. C'est dur, a protesté Paula. Écouter l'enregistrement d'une enfant de 7 ans se faisant gifler frapper, alors qu'elle crie qu'elle ne voit rien, c'est cela qui est dur, ai-je rétorqué. Mes limites sont raisonnables en comparaison. Paula a cessé de m'appeler après cette conversation. Le mariage était magnifique. Ruby a descendu l'allée la tête haute, portant un bouquet assorti au mien. Marcus a pleuré pendant ses vœux. Moi aussi. Nous sommes partis en lune de miel en Californie dans des lieux choisis spécifiquement pour leur accessibilité, Ruby est venue avec nous, car la laisser ne nous semblait pas juste. La vie a suivi son cours. Ruby a eu 10 ans, puis 11. Sa déficience visuelle restait stable, sans s'améliorer ni s'aggraver. Elle parlait de devenir avocate plus tard, pour aider les enfants comme elle. Marcus et moi avons acheté une maison plus grande, avec de l'espace pour l'indépendance croissante de Ruby pour nos futurs enfants potentiels. J'ai reçu un message de Vanessa pour le 12e anniversaire de Ruby. Elle avait réussi à obtenir mon adresse email. Le message était long confus, rempli d'excuses d'explications. Elle affirmait qu'elle avait suivi une thérapie, comprenait maintenant à quel point elle avait eu tort. Elle demandait s'il y avait une possibilité de réconciliation, même un contact minimal, car elle voulait que Ruby sache que sa tante l'aimait malgré tout. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier marqué « Archives », au cas où ce contact violerait chaque terme de sa mise à l'épreuve, puis je n'ai jamais répondu.
L'amour ne détruit pas le matériel médical nécessaire d'un enfant, pour ensuite le forcer à travailler alors qu'il est incapable de voir. Quoi que Vanessa ressente, ce n'était pas de l'amour sous une forme que je reconnaissais. Ruby a fini par apprendre l'existence de cet email. Elle avait 12 ans à présent, assez grande pour comprendre bien plus de choses que je ne lui en prêtais parfois crédit. Elle m'a demandé directement ce qu'il contenait. Je lui ai dit honnêtement, ta tante s'est excusée, va à demander si nous pouvions avoir des contacts avec elle. Ruby y a réfléchi calmement. Puis elle a demandé, et toi, tu le veux? Non, ai-je répondu. Mais tu es assez grande pour avoir tes propres opinions sur tes relations. Si tu voulais un contact supervisé un jour, nous pourrions en discuter avec ta thérapeute. Elle a secoué la tête fermement. Je ne veux voir aucun d'entre eux. C'est possible? Tout à fait possible, l'ai-je assuré. Tu n'as jamais à voir quelqu'un qui t'a fait du mal. Bien, a-t-elle dit. Puis elle s'est remise à lire son livre en braille, une compétence qu'elle apprenait en parallèle de la lecture classique pour se donner plus d'options. Quelques années ont passé. Ruby a terminé le collège avec les honneurs. Elle a rejoint l'équipe de débat au lycée va à dominer quelques compétitions. Sa déficience visuelle est devenue simplement une caractéristique parmi d'autres, plutôt que son trait définitif. Elle est sortie avec un garçon pendant quelques mois, a rompu à l'amiable, va est rentrée à la maison en pleurant non parce qu'il était cruel, mais parce qu'une rupture fait mal, même quand elle est mutuelle. Marcus et moi avons eu un fils quand Ruby avait 14 ans. Elle avait eu peur d'être remplacée, mais elle est tombée complètement amoureuse de son petit frère quelques minutes après l'avoir rencontré. Elle lui faisait la lecture en braille, ses doigts courant sur quelques pages tandis qu'il gazouillait va attraper le papier. Tu vas être le petit frère le plus cool du monde, lui disait-elle. Vraiment. Et je vais m'assurer que personne ne soit jamais méchant avec toi, pour quoi que ce soit. Je la regardais avec lui, je sentais mon cœur se serrer d'amour pour eux deux. Mon père est décédé quand Ruby avait 16 ans. Paula m'a appelé pour m'en informer, m'a demandé si nous irions aux funérailles. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Ruby a entendu m'a demandé ce que j'avais décidé. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Une partie de moi pense que je devrais y aller pour tourner la page. Une autre pense qu'il ne mérite pas ma présence. Il était méchant quand j'étais petite, a dit Ruby lentement. Je ne me souviens pas de tout clairement, mais je me rappelle avoir eu peur quand il était là. Je ne pense pas que tu lui doives quoi que ce soit. Nous n'avons pas assisté aux funérailles. J'ai envoyé un arrangement floral modeste, une carte exprimant mes condoléances à ma mère. Cela me semblait suffisant. Ma mère m'a contacté directement un mois plus tard. Sa lettre est arrivée par la poste, écrite à la main sur du beau papier. Elle parlait de la perte de papa, du fait de devoir affronter ses dernières années seule. Elle reconnaissait qu'elle avait fait de terribles erreurs avec Ruby. Elle demandait s'il y avait une chance de pardon, de réparation de notre relation, avant qu'elle ne manque de temps. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai montrée à Ruby, qui avait 16 ans et était capable d'analyser ses complexités. Qu'en penses-tu, lui ai-je demandé. Ruby a lu lentement, son doigt suivant quelques lignes. Quand elle a fini, elle a posé la lettre m'a regardé avec ses yeux bruns qui avaient vu bien plus de douleur que n'importe quel enfant ne devrait en connaître. Je pense qu'elle se sent seule, qu'elle a peur, a dit Ruby. Je pense qu'elle regrette peut-être vraiment. Mais je pense aussi que le mot désolé ne répare pas ce qui s'est passé. Et je ne veux pas dépenser mon énergie à faire en sorte qu'elle se sente mieux par rapport au choix qu'elle a fait. C'est très mûr de ta part, lui ai-je dit. Le docteur Peterson dit que la maturité, c'est savoir qu'on n'est pas obligé de tout réparer, ni de sauver tout le monde. Ruby a souri légèrement. Et puis, j'ai mes dossiers d'inscription à l'université à remplir, une compétition de robotique le mois prochain. Je n'ai pas de temps pour les drames familiaux compliqués. J'ai répondu à maman. La réponse était brève et polie. J'accusais réception de sa lettre de ses regrets. J'expliquais que Ruby s'épanouissait construisait une vie heureuse. Je lui souhaitais le meilleur pour ses dernières années, mais je refusais de renouer le contact. La limite était ferme, mais pas cruelle. Maman a écrit une fois de plus, essayant de négocier. Pourrions-nous nous voir pour un café? Pourrait-elle envoyer des cartes d'anniversaire à Ruby? Pourrions-nous au moins échanger des emails occasionnels? Je n'ai pas répondu à cette seconde lettre. Parfois, le silence communique plus efficacement que les mots. Ruby a été acceptée dans 5 universités.
Elle a choisi celle qui avait les meilleurs services pour les handicapés le meilleur programme de robotique. Nous avons visité le campus ensemble pendant sa terminale. La voir s'y déplacer avec assurance, accompagnée de son chien d'aveugle qu'elle avait eu à 15 ans, m'a rempli d'une fierté immense. « Tu as bien assuré, maman », a-t-elle dit alors que nous marchions dans le parc de l'université. Je veux dire, pour avoir veillé à ce que je sois en sécurité soutenu. Je sais que ça n'a pas été facile. C'est toi qui as rendu les choses faciles, lui ai-je dit honnêtement. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Même en comptant toute paire de lunettes que j'ai dû racheter avant cet incident. Elle m'a fait un grand sourire, assez sûr d'elle à présent pour en plaisanter. Même en comptant ça, ai-je confirmé. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études avec les honneurs, plusieurs offres de bourse. Lors de la cérémonie, elle a prononcé un court discours en tant que major de promotion. Elle a parlé de surmonter les défis, de l'importance d'avoir des gens qui croient en vous. Elle n'a pas mentionné l'incident spécifiquement, mais tous ceux qui connaissaient notre histoire comprenaient le sous-texte. Marcus et moi l'avons aidé à emménager dans sa chambre d'étudiante cet automne-là. Notre fils, qui avait 4 ans, pleurait parce que sa grande sœur partait. Ruby s'est agenouillée et l'a serré fort dans ses bras. « Je reviens pour Thanksgiving », a-t-elle promis. Et on peut se voir en vidéo toute semaine. Tu ne remarqueras même pas que je suis parti. Si, je vais le remarquer, a-t-il sangloté. D'accord, tu vas le remarquer, a-t-elle concédé. Mais ça veut juste dire que tu m'aimes. C'est bien. Sur le chemin du retour, Marcus a tendu la main à serrer la mienne. Tu as élevé un être humain incroyable. Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Tu as fait la partie la plus dure au début, a-t-il dit. Tu l'as protégée quand elle en avait besoin, tu lui as appris à être forte. Je n'ai fait que soutenir ce que tu avais déjà bâti. Peut-être avait-il raison. J'avais fait le choix, ce soir-là dans la cuisine de mes parents, de cesser d'accepter leur cruauté comme un conflit familial normal. J'avais choisi de brûler ces ponts complètement, plutôt que de continuer à exposer Ruby à des gens qui ne l'estimeraient jamais à sa juste valeur. Certains pensaient probablement que j'étais vindicative, ou impitoyable. Paula le pensait certainement, d'après les quelques commentaires acerbes qui me parvenaient par des connaissances communes. Peut-être avait-il raison, selon certains critères. J'avais utilisé toutes ressources à ma disposition pour m'assurer que ma famille subisse conséquences de leurs actes. J'avais partagé notre histoire publiquement, laisser des inconnus disséquer ma douleur personnelle. Mais Ruby s'épanouissait. Elle était confiante, brillante, entourée de gens qui la traitaient avec respect et amour. Elle n'avait jamais intériorisé la cruauté de sa famille comme une vérité sur sa propre valeur. Elle savait qu'elle était précieuse, exactement telle qu'elle était. C'était le seul critère qui comptait. Ruby m'a appelé depuis sa chambre d'étudiante durant sa première semaine là-bas. Elle avait l'air heureuse excitée, me racontant ses cours ses nouveaux amis. Pendant que nous parlions, j'ai repensé à cette nuit dans la cuisine, la pire nuit de nos 2 vies. J'ai repensé aux 9 heures qui avaient suivi, où j'avais méthodiquement construit le dossier qui la protégerait pour toujours. Je le referais sans aucune hésitation. Chaque coup de téléphone, chaque document juridique, chaque exposition publique de notre dysfonctionnement familial privé. Ma fille était en sécurité, elle rayonnait.